Amélie gare sa vieille Peugeot devant la maison familiale de Créteil. Dans le rétroviseur, elle aperçoit Lucas qui ajuste son pull bleu marine, le plus beau qu'il possède, et Nathan qui serre contre lui son petit ours en peluche. Ses fils de 8 et 6 ans ont toujours cette excitation particulière les dimanches de visite chez leurs grands-parents. « Maman, tu crois que papy va nous montrer ses outils aujourd'hui ?» demande Lucas, les yeux brillants d'espoir. Amélie sourit malgré la boule qui se forme dans son ventre. Depuis son divorce il y a 18 mois, ses déjeuners dominicaux sont devenus un exercice d'équilibriste. Elle pousse la grille du petit jardin et sonne à la porte. Sa mère ouvre, tablier fleuri noué à la taille. « Ah, vous voilà !» Pas de bisous pour Amélie, juste un regard froid. Mais elle se penche vers les garçons. « Bonjour mes petits, allez voir grand-père au salon. » L'ambiance dans la maison est électrique. Sa sœur Isabelle est là avec ses 2 enfants, Chloé et Tom, qui jouent bruyamment dans le salon. Le mari d'Isabelle, Pierre, regarde le match de foot en buvant une bière. Tous les visages se tournent vers Amélie avec cette expression qu'elle connaît trop bien. Une mixture de gêne et de désapprobation. « Amélie, comment vont tes petits trésors ?» lance son père d'une voix trop forte, trop forcée. Le déjeuner se déroule dans une tension palpable. Amélie, infirmière de nuit dans un hôpital public, raconte sa semaine difficile. 3 décès en soins palliatifs, des collègues épuisés, des horaires impossibles. Personne ne l'écoute vraiment. Isabelle parle de la nouvelle cuisine qu'elle fait installer. Pierre évoque ses affaires de plomberie qui marchent bien. Les enfants se chamaillent autour de la table. Après le dessert, son père se lève solennellement. « Bon, j'ai une surprise pour tous les petits-enfants. » Le cœur d'Amélie s'arrête. Cette phrase, elle l'a entendue tant de fois dans son enfance. Et elle était toujours synonyme de bonheur. Aujourd'hui, quelque chose dans le regard de son père lui glace le sang. Il sort de son portefeuille une enveloppe dorée. Voilà, des billets d'entrée pour Disneyland Paris, un pour chaque petit enfant. Chloé et Tom bondissent de joie. Lucas et Nathan se dressent sur leurs chaises, les yeux écarquillés d'excitation. Amélie sent son estomac se nouer. Son père distribue les billets en fanfare. Un pour Chloé, un pour Tom. Puis il s'arrête. Il regarde Lucas et Nathan qui tendent leurs petites mains avec espoir. C'est fini. Ce sera pour une prochaine fois. Le silence qui suit est assourdissant. Lucas cligne des yeux, ne comprenant pas. Nathan laisse échapper un petit sanglot étouffé. « Papa ?» murmure Amélie, la voix cassée. « Pourquoi pas mes enfants ? J'aurais pu payer ma part. » Sa sœur Isabelle la coupe d'un rire méprisant. « L'étrangère, c'est toi. Personne ne veut de tes enfants ici. » Ces mots frappent Amélie comme une gifle. Elle voit son père baisser la tête, sa mère détourner le regard. Personne ne la défend. Personne. Et le pire arrive. Son père tend 2 billets supplémentaires aux enfants des voisins qui jouent dans le jardin. « Tiens, Marc et Julie, vous venez avec nous. » Lucas éclate en sanglots. Nathan se cache derrière sa chaise. Amélie se lève, tremblante de rage et de douleur. « Venez les garçons. On s'en va. » Elle prend ses fils dans ses bras, ignorant leurs larmes qui mouillent son chemisier. Dans l'entrée, elle entend sa mère dire au téléphone « Au moins, on n'aura pas leurs enfants qui traînent avec nous. » La porte claque derrière eux. Dans la voiture, Amélie serre le volant si fort que ses jointures blanchissent. Ses fils pleurent à l'arrière, et elle ne trouve pas les mots pour les consoler. Ce dimanche-là, quelque chose se brise définitivement en elle. Mais quelque chose d'autre commence aussi à germer. Une détermination froide qu'elle ne se connaissait pas. Le petit appartement HLM de Bobigny n'a jamais semblé si silencieux. Amélie borde ses fils dans leur chambre partagée, les lits superposés qu'elle a montés toute seule après le divorce. Lucas fixe le plafond, les yeux rouges. Nathan serre son ours contre lui comme un bouclier. « Maman, pourquoi on ne peut pas aller avec les autres ?» murmure Nathan de sa petite voix cassée. Amélie s'assoit au bord du lit, cherchant les mots justes. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que sa propre famille le rejette ? Parfois, les grandes personnes font des erreurs, mon cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas formidable. C'est parce qu'on ressemble à papa ? Demande Lucas, plus perspicace que ses 8 ans ne le laissent paraître. La question frappe Amélie en pleine poitrine. Oui, c'est exactement ça. Ses fils ont hérité des traits de leur père. La peau mate,
les cheveux bruns frisés, les grands yeux noirs. Tout ce que sa famille n'a jamais accepté. « Papa vous aimait beaucoup », dit-elle simplement. « Et moi, je vous aime plus que tout au monde. » Une fois les enfants endormis, Amélie s'effondre sur son canapé défraîchi. Les murs de ce petit 3 pièces semblent se refermer sur elle. Sur la table basse traînent les factures du mois. Électricité, gaz, cantine scolaire. Son salaire d'infirmière suffit à peine, mais elle s'en sort. Elle a sa fierté. L'injustice de cette journée la ronge. Elle repense au visage de ses fils, à leur espoir brisé, à cette phrase cruelle d'Isabelle. « L'étrangère, c'est toi. » Comme si 10 ans de mariage avec Karim avaient effacé 32 ans d'histoire familiale. Incapable de dormir, elle fouille dans le placard de sa chambre, à la recherche de vieilles photos. Elle en ressort une boîte poussiéreuse qui contient les souvenirs de sa grand-mère Simone, décédée 3 ans plus tôt. Entre les photos jaunies et les cartes postales, ses doigts tombent sur une enveloppe qu'elle n'avait jamais remarquée. Son nom est écrit dessus de la belle écriture de sa grand-mère. À l'intérieur, une lettre datée de quelques mois avant sa mort. « Ma chère Amélie, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te le dire en personne. J'ai ouvert un livret d'épargne pour tes petits garçons, celui que je t'avais promis pour leurs études. 12 000 € que j'ai économisés année après année. Tes parents savent, ils ont les papiers. J'espère qu'ils t'en ont parlé et que cet argent servira à donner à Lucas et Nathan tout ce qu'ils méritent. Tu es une mère merveilleuse, ma petite fille. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Avec tout mon amour, grand-mère Simone. » Amélie relit la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Un livret d'épargne ? 12 000 €? Ses parents n'ont jamais mentionné quoi que ce soit. Pas un mot en 3 ans. Son téléphone indique 2 heures du matin. Elle devrait dormir. Elle travaille demain soir à l'hôpital. Mais une rage froide l'habite maintenant. Elle sort son ordinateur portable et commence à chercher les documents de succession de sa grand-mère, ceux que ses parents lui avaient démontrés rapidement à l'époque. Tout y est. La maison léguée aux parents, les meubles partagés entre les enfants, et là, en petits caractères, la mention d'un livret d'épargne au nom des arrière-petits-enfants, Lucas et Nathan, sous tutelle temporaire des grands-parents paternels, jusqu'à leur majorité. Ses propres parents gèrent depuis 3 ans l'argent destiné à ses fils. Et ils ne lui ont jamais rien dit. L'infirmière en elle, habituée à analyser les situations critiques, commence à reconstituer le puzzle. Les remarques déplacées pendant sa grossesse, les invitations oubliées aux anniversaires familiaux, les cadeaux toujours plus modestes pour ses enfants. Ce n'était pas de la négligence, c'était un plan. Elle repense aux paroles entendues dans l'entrée. Au moins, on n'aura pas leurs enfants qui traînent avec nous. Cette exclusion était préméditée, organisée, assumée. Amélie ferme son ordinateur et regarde par la fenêtre les lumières de la cité qui scintillent dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sent plus comme une victime. Elle commence à comprendre qu'elle a des cartes en main. Il lui suffit d'apprendre à les jouer. Dans le silence de son salon, elle prend une décision qui changera tout. Elle ne subira plus jamais. Il est temps que sa famille découvre de quoi Amélie est vraiment capable. Amélie attend 4 jours avant d'agir. 4 jours pendant lesquels elle observe ses fils partir à l'école avec moins d'entrain que d'habitude. 4 jours à ruminer cette découverte qui lui brûle l'estomac. Le jeudi matin, après avoir déposé Lucas et Nathan à l'école, elle prend sa matinée de congé et se rend directement chez ses parents. Sa mère ouvre la porte, surprise de la voir en dehors du dimanche habituel. « Amélie, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on parle. » Du livret d'épargne de grand-mère Simone. Le visage de sa mère se ferme instantanément. Elle recule d'un pas, comme si les mots d'Amélie l'avaient frappée physiquement. « Entre », dit-elle sèchement. Son père est dans son fauteuil, journal ouvert sur les genoux. Il lève les yeux, et Amélie voit immédiatement qu'il sait pourquoi elle est là. Cette expression coupable qu'elle connaît depuis l'enfance, quand il cassait quelque chose, et espérait que personne ne s'en aperçoive. « J'ai trouvé la lettre de grand-mère », annonce Amélie sans préambule. Celle où elle m'explique qu'elle a ouvert un livret de 12 000 € pour mes fils. Ses parents échangent un regard. Sa mère s'assoit lentement sur le bord du canapé, les mains jointes. « On allait t'en parler », commence son père d'une voix mal assurée. « Quand ? Ça fait 3 ans qu'elle est morte.
On gère cet argent correctement, se défend sa mère. Il est en sécurité, il fructifie. On va le rendre quand ils seront plus grands. Amélie sort de son sac une liasse de papier imprimée la veille. Les relevés bancaires qu'elle a demandés à la banque en tant que mère des bénéficiaires. En attendant, ça sert aux frais de famille, pas vrai? Le silence qui suit est éloquent. Son père baisse la tête. Sa mère détourne le regard vers la fenêtre. Les 800 € retirés en juin pour les vacances à la mer avec Isabelle et ses enfants. Les 500 € en septembre pour les fournitures de rentrée, mais pas pour mes fils. Les 300 € en décembre pour les cadeaux de Noël. Toujours pas pour mes fils. Chaque chiffre qu'elle énonce tombe comme un coup près. Amélie découvre en direct que l'argent destiné à l'avenir de ses enfants finance depuis 3 ans la vie familiale, dont ses enfants sont exclus. C'est temporaire, bafouille sa mère. On remettra tout en place. Quand? Quand Lucas aura 18 ans et que le livret sera vide? Son père se lève péniblement de son fauteuil. Pour la première fois, Amélie le voit vieilli, diminué. L'homme qui l'impressionnait tant dans son enfance lui paraît soudain petit et mesquin. On n'avait pas le choix, Amélie. L'entreprise traverse une mauvaise passe. Pierre a eu des problèmes avec l'URSSAF. Et vous vous êtes servi dans l'argent de mes enfants pour éponger vos dettes? La vérité éclate enfin. Depuis 2 ans, l'entreprise familiale de plomberie bat de l'aile. Les commandes se raréfient, la concurrence s'intensifie, et Pierre, le mari d'Isabelle, a accumulé les retards de charges sociales. Le livret des petits-fils était là, accessible, tentant. On va rembourser, répète sa mère comme une litanie. Avec quel argent? Amélie range ses papiers dans son sac. Elle a eu sa réponse. Ses parents ont non seulement volé l'héritage de ses fils, mais ils l'ont utilisé pour maintenir un train de vie qu'ils ne peuvent plus assumer. Pire encore, ils ont financé les privilèges des autres petits-enfants avec l'argent destiné aux siens. « Je veux récupérer la gestion de ce livret », annonce-t-elle calmement. « Tu ne peux pas », proteste son père. « Légalement, on est les tuteurs jusqu'à leur majorité. Légalement, je peux demander des comptes. Et si ces comptes ne sont pas satisfaisants, je peux saisir le juge des tutelles. » Le mot « juge » fait l'effet d'une bombe. Sa mère blêmit. Son père s'effondre dans son fauteuil. « Tu ferais ça? Tu traînerais tes propres parents devant un tribunal. Vous avez volé l'avenir de mes enfants. Qu'est-ce que vous croyez ?» Amélie se dirige vers la porte, puis se retourne une dernière fois. « Vous avez 1 semaine pour me proposer une solution. Sinon, mon avocat prendra contact avec vous. » Dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, Amélie réalise qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Pour la première fois de sa vie, elle a tenu tête à ses parents. Et elle a découvert qu'ils n'étaient pas les figures d'autorité qu'elle craignait encore. Ce ne sont que des gens ordinaires qui ont fait des choix malhonnêtes. En rentrant chez elle, un message l'attend sur son répondeur. C'est sa sœur Isabelle, la voix pleine de venin. « Bravo Amélie. Tu es vraiment devenue une étrangère. » Pour la première fois depuis des années, ce mot ne la blesse plus. Il la libère. La semaine passe dans un silence de mort. Amélie continue sa routine. Hôpital de nuit, école des enfants, courses, devoirs. Mais quelque chose a changé en elle. Cette colère sourde qui la rongeait depuis des années s'est muée en détermination froide et calculée. Le mercredi soir, son téléphone sonne. Sa mère, la voix brisée. « Amélie, on peut se voir? Ton père et moi, on a réfléchi. » Le lendemain, dans le même salon où elle a grandi, Amélie retrouve ses parents vieillis de 10 ans en 1 semaine. Son père a les traits tirés, sa mère les yeux rougis. Sur la table basse, des papiers sont éparpillés, relevés bancaires, factures, documents de l'entreprise. « On va tout te rendre », commence son père. « Mais il nous faut du temps. L'entreprise, on a des difficultés. » Amélie parcourt les documents. L'entreprise de plomberie que dirigent son père et Pierre, le mari d'Isabelle, est dans une situation catastrophique. 3 mois de retard sur les charges URSSAF, des factures impayées qui s'accumulent, une trésorerie à découvert. Combien vous devez exactement? 28 000 € à l'URSSAF, avoue son père. Plus 12 000 qu'on a, empruntés au livret des garçons. Sa mère ose alors une proposition qui laisse Amélie sans voix. « Tu pourrais nous aider? Tu t'y connais en paperasse médicale, en compte. Tu pourrais regarder nos livres,
Voir où on peut économiser? L'ironie de la situation la frappe comme une gifle. Ceux qui l'ont exclu, humilié, lui demandent maintenant de les sauver. Amélie pourrait refuser, claquer la porte, les laisser couler. Ce serait justice. Mais elle pense à autre chose. À ses fils qui dorment chez une baby-sitter pendant qu'elle travaille de nuit. À cet appartement HLM qu'elle aimerait quitter. À cette vie étriquée qu'elle mène depuis son divorce. Et surtout, à cette phrase de sa grand-mère dans la lettre: « Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas capable. » « D'accord, » dit-elle calmement. « Je vais vous aider, mais j'ai mes conditions. » Ses parents se redressent, un espoir fou dans le regard. D'abord, je récupère immédiatement la gestion des livrets de mes fils. Ensuite, vous présentez des excuses publiques à Lucas et Nathan devant toute la famille. Et enfin, elle marque une pause, savourant ce moment de pouvoir qu'elle n'a jamais connu. Je veux voir tous vos documents comptables. Tout. Depuis 5 ans. L'accord est conclu dans l'heure qui suit. Amélie repart avec une boîte d'archives et le sentiment grisant d'avoir pris le contrôle de sa propre vie. Le soir même, installée dans son salon après avoir couché les enfants, elle épluche les comptes de l'entreprise familiale. Ses années d'infirmière lui ont appris à décortiquer des budgets hospitaliers complexes, à traquer les incohérences dans les plannings et les coûts. Elle applique la même méthode au livre de compte de son père. Ce qu'elle découvre la stupéfie. Au-delà des retards de charges sociales, elle trouve des déclarations de TVA approximatives, des prestations en liquide non comptabilisées, des factures gonflées. Rien de franchement criminel, mais suffisamment d'irrégularité pour attirer l'attention d'un contrôleur. Plus troublant encore, elle reconnaît l'écriture de son ex-mari Karim sur plusieurs devis d'électricité. Pendant leur mariage, il avait effectué des travaux pour l'entreprise familiale. Des travaux déclarés de manière créative. Amélie ferme les dossiers et se verse un thé. Pour la première fois depuis des années, elle sourit vraiment. Elle qui se croyait impuissante face à sa famille, découvre qu'elle détient des informations qui pourraient les mettre en grande difficulté. Mais elle ne veut pas les détruire. Elle veut quelque chose de plus subtil, de plus satisfaisant. Elle veut qu'ils aient besoin d'elle, qu'ils dépendent d'elle, qu'ils respectent enfin celle qu'ils ont toujours considérée comme quantité négligeable. Le week-end suivant, elle se rend chez ses parents avec une proposition qui les laisse bouche bée. « Je vais vous aider à régulariser votre situation, gratuitement. En échange, vous me traitez, moi et mes fils, avec le respect que nous méritons. » Son père accepte avec un empressement qui en dit long sur son désespoir. Sa mère opine en silence, trop heureuse d'éviter la catastrophe. En sortant de chez eux, Amélie croise sa sœur Isabelle qui arrive pour le déjeuner dominical. Pour la première fois depuis des années, c'est Isabelle qui baisse les yeux la première. « Alors, comme ça, tu joues les sauveurs maintenant ?» lance-t-elle avec une agressivité mal dissimulée. « Je joue les filles responsables », répond calmement Amélie. « Tu devrais essayer. » Dans sa voiture, Amélie réalise qu'elle vient de retourner complètement la situation. L'étrangère est devenue indispensable. La rejetée est devenue celle dont dépend l'avenir de la famille. Elle pense à ses fils qui l'attendent à la maison et sourit. Ils ne le savent pas encore, mais leur mère vient de remporter la première bataille d'une guerre qu'elle compte bien gagner. 3 semaines plus tard, Amélie arrive chez ses parents un jeudi matin pour examiner de nouveaux documents comptables. Dans l'entrée, elle croise Marie, la femme de ménage qui travaille pour la famille depuis 20 ans. Une femme discrète d'origine camerounaise, toujours souriante, malgré les remarques parfois déplacées qu'elle endure. « Bonjour Marie, comment allez-vous » Marie lève les yeux, surprise qu'on lui adresse la parole avec politesse. Depuis le divorce d'Amélie, leurs interactions se limitent à des saluts polis. « Ça va, merci mademoiselle Amélie. Et vos petits ? Ils vont bien, merci de demander. » Un silence s'installe. Marie semble hésiter, puis se penche vers Amélie. « Mademoiselle, il faut que je vous dise quelque chose. » Dans la cuisine vide, Marie révèle ce qu'elle entend depuis des mois. Les conversations à voix basse entre les parents d'Amélie et sa sœur. Les plans pour modifier discrètement l'héritage de la maison familiale. Les discussions sur le problème Amélie qu'il faut régler avant qu'elle devienne trop encombrante. Ils ont peur que vous réclamiez votre part de la maison quand vos parents ne seront plus là, explique Marie d'une voix tremblante. Votre sœur pousse pour qu'il change le testament. Elle dit que vous ne méritez plus rien après avoir épousé... Enfin, vous savez. Amélie accuse le coup.
Même maintenant qu'elle les aide, qu'elle les sauve de la faillite, sa famille continue de planifier son exclusion définitive. « Pourquoi vous me dites ça ?» Marie range son chiffon dans son sac et regarde Amélie droit dans les yeux. « Parce que moi aussi, je suis une étrangère ici. Ça fait 20 ans que je nettoie leur saleté et que j'entends leur méchanceté. Vous, au moins, vous pouvez vous défendre. » Cette révélation lie les deux femmes dans une solidarité inattendue. Marie accepte de tenir Amélie informée des conversations qu'elle entend. En échange, Amélie l'aide avec les démarches administratives pour régulariser sa situation. Un domaine qu'elle maîtrise grâce à son expérience hospitalière. Le samedi suivant, lors du déjeuner familial, Amélie observe sa famille avec un œil nouveau. Son père fait des efforts pathétiques pour être aimable. Sa mère évite son regard. Isabelle, elle, ne cache plus son hostilité. Alors, notre comptable bénévole, ça avance tes petits calculs, lance sa sœur avec un sourire venimeux. Très bien. J'ai même découvert des choses intéressantes. Le visage d'Isabelle se crispe. Pierre, son mari, arrête de manger. Quel genre de choses demande-t-il d'une voix mal assurée. Des irrégularités qui pourraient intéresser l'URSSAF. Ou les impôts. Mais rassurez-vous, je suis là pour vous aider à tout régulariser. Le message est clair. Amélie sait, et elle peut autant les protéger que les perdre. L'ambiance du déjeuner devient électrique. Isabelle fulmine en silence, consciente que l'équilibre des forces a basculé. Après le repas, Pierre la prend à part. « Amélie, on peut compter sur ta discrétion ? Tant qu'on peut compter sur votre respect. » De retour chez elle, Amélie reçoit un appel de Marie. Sa voix est paniquée. « Mademoiselle, il parle de vous au téléphone. Votre sœur dit que vous devenez dangereuse, qu'il faut vous arrêter avant que vous preniez trop de pouvoir. Elle veut convaincre vos parents de se passer de votre aide. » Cette information confirme ce qu'Amélie pressentait. Isabelle ne supportera jamais cette inversion de pouvoir. Elle préférera couler la famille plutôt que de voir sa sœur étrangère devenir indispensable. Ce soir-là, en bordant ses fils, Amélie réalise qu'elle se trouve à un tournant crucial. Elle peut continuer à jouer la gentille sauveuse et risquer d'être exclue à nouveau. Ou elle peut franchir une nouvelle étape et s'assurer que sa famille n'aura jamais plus le choix que de la respecter. Lucas la regarde avec ses grands yeux noirs, si semblables à ceux de son père. « Maman, tu es triste ? » ?»« Non, mon cœur. Maman réfléchit juste à comment vous offrir une belle vie. » En fermant la porte de leur chambre, Amélie prend sa décision. Elle ne se contentera plus de sauver l'entreprise familiale. Il est temps qu'elle découvre tous leurs secrets et qu'elle s'assure une position inattaquable. Car si sa famille veut jouer à qui sera le plus malin, Amélie compte bien leur prouver qu'elle a 20 ans de retard à rattraper. Le mois de novembre apporte les premières gelées et une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. L'URSSAF annonce un contrôle de routine sur l'entreprise familiale. Un courrier officiel qui arrive un mardi matin et que le père d'Amélie lui transmet dans la panique la plus totale. « Ils veulent vérifier nos comptes sur les 3 dernières années », bafouille-t-il au téléphone. « Amélie, il faut que tu viennes tout de suite. » Dans le bureau de l'entreprise, une petite pièce encombrée au-dessus de l'atelier de plomberie, Amélie découvre l'étendue du désastre. Depuis qu'elle aide sa famille, elle s'était contentée de corriger les erreurs les plus flagrantes dans les nouvelles déclarations. Mais elle avait délibérément laissé dormir les irrégularités du passé. Pierre, le mari d'Isabelle, tourne en rond comme un animal en cage. Son père tripote nerveusement ses lunettes. L'ironie de la situation n'échappe pas à Amélie. Ceux qui l'ont toujours traité de haut la supplient maintenant de les sauver. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Pierre d'une voix blanche. Amélie épluche le courrier de l'URSSAF avec le calme d'une infirmière face à une urgence. Elle connaît les rouages administratifs, les délais de prescription, les possibilités de régularisation amiable. « On va préparer le contrôle méthodiquement », annonce-t-elle. Rassembler tous les documents, reconstituer les dossiers manquants, calculer exactement ce qu'on doit. Pendant 2 semaines, Amélie passe ses journées libres dans ce bureau poussiéreux. Elle reconstitue 3 années de comptabilité approximative, retrouve les factures égarées, reconstitue les déclarations bâclées. Un travail de fourmi qu'elle mène avec une précision chirurgicale. Marie, devenue son informatrice privilégiée, lui rapporte les conversations qu'elle entend chez ses parents. Isabelle pousse pour qu'il se débarrasse d'Amélie, quitte à affronter seule le contrôle. « Elle en sait trop maintenant », répète sa sœur. « C'est dangereux de dépendre d'elle. »
Mais leurs parents, terrifiés à l'idée de faire faillite, s'accrochent à Amélie comme à une bouée de sauvetage. Le jour J arrive. L'inspectrice de l'URSSAF, une femme sèche d'une 50aine d'années, s'installe dans le bureau avec ses classeurs et sa calculatrice. Amélie assiste à l'entretien en tant que « conseil en gestion administrative », un titre qu'elle s'est inventé pour l'occasion. L'audit révèle exactement ce qu'Amélie attendait, 28 000 € de redressement. Retard de charges sociales, déclarations inexactes, quelques prestations non déclarées. Rien de criminel, mais suffisant pour mettre l'entreprise à genoux. Vous avez 15 jours pour nous faire une proposition de règlement, annonce l'inspectrice en partant. Dans le silence qui suit, Pierre s'effondre sur sa chaise. Le père d'Amélie fixe le sol, le teint gris. 28 000 € qu'ils n'ont pas. « On est foutus », murmure Pierre. « Pas forcément », dit calmement Amélie. Tous les regards se tournent vers elle. Pour la première fois de sa vie, elle détient le pouvoir absolu sur sa famille. « Je peux vous aider à négocier un échéancier, peut-être obtenir une réduction des pénalités. Mes contacts à l'hôpital connaissent des gens à l'URSSAF. » L'espoir renaît dans leurs yeux. Mais Amélie n'en a pas terminé. En revanche, j'ai mes conditions. Non négociables cette fois. Elle sort de son sac une feuille tapée à l'ordinateur. Un véritable contrat familial qu'elle a préparé. Primo, je récupère immédiatement la gestion complète des livrets de mes fils, sans aucune restriction. Secundo, vous présentez des excuses publiques à Lucas et Nathan devant toute la famille élargie, cousins inclus. Tertio, mes fils sont inclus dans toutes les activités familiales futures, sans exception. Quarto, plus jamais aucune remarque déplacée sur leur origine ou la mienne. Son père ose une protestation timide. Et si on refuse, Amélie range tranquillement ses affaires dans son sac. Alors vous vous débrouillez seule avec l'URSSAF. Bonne chance. Elle se dirige vers la porte, sachant qu'ils vont craquer avant qu'elle l'atteigne. Effectivement, la voix de Pierre la rattrape. Attends, on accepte tout. Amélie se retourne, un sourire imperceptible aux lèvres. 20 ans qu'elle attend ce moment. 20 ans qu'elle subit leurs humiliations, leurs rejets, leurs mépris. Aujourd'hui, les rôles s'inversent définitivement. Parfait. Je vous envoie mon planning de disponibilité, et messieurs, n'oubliez jamais que vous me devez la survie de votre entreprise. En sortant, elle croise Isabelle qui arrive, furieuse d'avoir été écartée des négociations. Leurs regards se croisent. Celui d'Isabelle exprime une haine pure. Celui d'Amélie, une satisfaction froide et définitive. La guerre familiale vient de connaître son Waterloo, et Amélie vient de remporter la victoire la plus douce de sa vie. Le dimanche suivant ressemble à une cérémonie d'humiliation publique déguisée en réconciliation familiale. Toute la famille élargie est réunie dans le salon des parents d'Amélie, oncles, tantes, cousins et même les voisins habituels. L'atmosphère est tendue, chacun sentant qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Amélie arrive avec Lucas et Nathan, habillés de leurs plus beaux vêtements. Ses fils portent les nouveaux pulls qu'elle leur a achetés avec l'argent récupéré de leur livret d'épargne. Pour la première fois depuis des années, ils rayonnent de fierté. Son père se lève, visiblement mal à l'aise, les mains tremblantes. Les conversations s'arrêtent. Nous devons présenter des excuses à Amélie et à ses enfants. Commence-t-il d'une voix enrouée. Nous nous sommes mal comportés. Nous avons été injustes. Le silence est pesant. Isabelle, assise dans un coin, fulmine en silence. Sa mère évite le regard d'Amélie. Lucas et Nathan font partie de cette famille au même titre que tous les autres petits-enfants. Continue péniblement son père. Ils seront toujours les bienvenus ici. Les excuses sont présentées, mécaniques et forcées, mais publiques. Amélie savoure ce moment qu'elle attendait depuis des années. Ses fils, eux, ne comprennent pas tout mais sentent que quelque chose d'important vient de se passer. Dans les semaines qui suivent, le changement est spectaculaire. Invitations aux anniversaires, inclusion dans les sorties familiales, cadeaux équitables à Noël. Lucas et Nathan redécouvrent le bonheur d'avoir une vraie famille élargie. Mais Amélie découvre rapidement que cette victoire a un goût amer. Le respect qu'on lui témoigne maintenant n'est pas né de l'amour ou de la reconnaissance. C'est de la peur pure. Ses parents la traitent avec une déférence craintive, comme on ménage quelqu'un de dangereux. Pire encore, elle remarque que le mépris se reporte subtilement sur ses enfants. Les autres cousins les incluent dans les jeux, certes,
mais avec une condescendance nouvelle. Les adultes leur parlent avec cette politesse exagérée qu'on réserve aux invités indésirables. Un soir de janvier, en feuilletant les photos de famille prises pendant les fêtes, Amélie réalise une vérité cruelle. Ses fils apparaissent toujours en arrière-plan, jamais au centre. Même dans l'inclusion forcée, ils restent marginalisés. L'incident qui lui ouvre définitivement les yeux se produit fin janvier. Nathan revient de l'école en larmes. À la récréation, un cousin a dit devant d'autres enfants « Mes parents disent qu'on doit être gentil avec vous parce que votre maman peut faire fermer l'entreprise de papy. » Cette phrase résonne dans l'esprit d'Amélie comme une révélation douloureuse. Elle n'a pas gagné l'amour de sa famille. Elle a juste gagné leur soumission. Et cette soumission empoisonne maintenant la vie de ses enfants, qui deviennent les objets d'une pitié condescendante. Marie, toujours fidèle informatrice, lui confirme ce qu'elle pressentait. Les conversations qu'elle entend chez ses parents ont changé de ton. Ils disent qu'il faut faire attention à tout ce qu'ils disent devant vous, rapporte Marie. Votre sœur répète qu'un jour vous allez trop loin et qu'elle trouvera le moyen de vous faire tomber. Isabelle, en effet, ne supporte pas cette inversion de pouvoir. Elle commence à répandre des rumeurs dans le quartier. Amélie fait chanter sa propre famille. Elle profite de la faiblesse de ses parents âgés. Elle instrumentalise ses enfants pour obtenir de l'argent. Le point de rupture arrive lors d'un déjeuner de février. Isabelle, qui n'a plus adressé la parole à Amélie depuis des semaines, explose soudain. « Tu es fière de toi ? Tu as détruit l'harmonie familiale ? Avant, on était une vraie famille. Maintenant, tout le monde marche sur des œufs à cause de toi. Avant, j'étais exclue, répond calmement Amélie. Maintenant, je suis respectée. La différence, c'est que ça ne te plaît plus. Respecter ? Tu nous fais chanter. Ce n'est pas du respect, c'est de la terreur. » Pour la première fois, Amélie réalise qu'Isabelle n'a pas entièrement tort. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais par la contrainte. Cette famille qui l'accueille maintenant ne l'aime pas plus qu'avant. Elle la craint. Cette nuit-là, en regardant ses fils dormir, Amélie comprend qu'elle s'est fourvoyée. Elle croyait vouloir retrouver sa place dans cette famille. En réalité, elle s'est juste vengée. Et cette vengeance, au lieu de la libérer, l'a enchaînée à des gens qui ne l'aimeront jamais vraiment. Une évidence s'impose à elle avec la force d'une révélation. Elle ne peut pas forcer l'amour familial. Et surtout, elle ne veut plus que ses fils grandissent dans cette atmosphère empoisonnée où ils ne seront jamais que des invités tolérés. Il est temps de construire une vraie famille. Une famille choisie, basée sur l'amour authentique, pas sur la peur ou l'obligation. Pour la première fois depuis des mois, Amélie sourit en pensant à l'avenir. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Mars apporte les premiers bourgeons et une décision qui changera tout. Amélie a obtenu sa mutation pour l'hôpital de Meaux, à 50 km de Créteil. Assez près pour rester en région parisienne, assez loin pour respirer enfin. L'argent des livrets d'épargne, maintenant sous sa gestion, finance en partie cette nouvelle vie. Un appartement lumineux dans une résidence calme, avec une vraie chambre pour chaque enfant. Lucas et Nathan découvrent avec émerveillement qu'ils n'auront plus à partager leur lit superposé. « Maman, on va avoir de nouveaux amis ?» demande Nathan en explorant sa future chambre. « Oui, mon cœur, de vrais amis qui vous aimeront pour ce que vous êtes. » Le déménagement se fait dans la discrétion. Amélie informe sa famille par un simple message. Elle prend du recul pour se concentrer sur ses fils et sa carrière. Pas de rupture brutale, juste une sortie en douceur de leurs vies empoisonnées. Sa nouvelle équipe à l'hôpital l'accueille chaleureusement. Amélie découvre le bonheur de travailler sans porter le poids de sa situation familiale. Ici, elle est simplement une infirmière compétente, une mère célibataire courageuse. Personne ne la juge. C'est à la sortie d'école de Lucas qu'elle rencontre Julien, l'instituteur de son fils, un homme de 40 ans au regard bienveillant, père d'une petite Léa de 7 ans depuis que sa femme est décédée dans un accident 2 ans plus tôt. « Votre fils s'adapte remarquablement bien », dit-il un soir après la classe. Il a une maturité touchante pour son âge. Leurs premières conversations tournent autour des enfants, des devoirs, des petites joies du quotidien. Amélie découvre un homme qui élève sa fille avec la même tendresse qu'elle met à élever ses fils. Pas de romantisation de la paternité solo, juste une réalité partagée. Les enfants s'entendent immédiatement. Léa, Lucas et Nathan forment rapidement un trio inséparable.
Les mercredis se passent chez l'un ou chez l'autre, dans la simplicité de vraies amitiés enfantines, sans arrière-pensée ni calcul d'adulte. « Papa, on peut inviter Lucas et Nathan à manger ?» demande Léa un soir. « Bien sûr, ma puce. Si leur maman est d'accord. » Ce premier dîner marque le début de quelque chose de nouveau pour Amélie. Une famille recomposée naturellement, sans contrainte ni obligation. Julien cuisine un simple hachis parmentier pendant qu'elle aide les enfants avec leurs devoirs. La normalité de ce moment la bouleverse. Pendant des mois, ils construisent cette nouvelle routine. Sorties au parc avec les 3 enfants, cinéma le dimanche, devoirs partagés. Amélie se découvre capable de rire sans calcul, de faire confiance sans méfiance. Sa famille biologique tente quelques approches. Carte d'anniversaire pour les enfants. Appel de sa mère aux tonalités culpabilisantes. Message de son père évoquant l'importance des liens familiaux. Amélie répond poliment mais maintient la distance. L'incident révélateur arrive en juin. Sa sœur Isabelle débarque un samedi matin, sans prévenir, prétextant être de passage dans le coin. En réalité, elle vient espionner cette nouvelle vie qui l'intrigue et l'agace. « Alors, tu joues à la petite famille parfaite maintenant ?» lance-t-elle en découvrant Julien qui aide Nathan avec son vélo. « Je vis ma vie », répond simplement Amélie. « Et nous, on ne compte plus ? Papa et maman s'inquiètent. Ils ne voient plus leur petit-fils. Ils les voient quand ils veulent vraiment les voir, pas quand ils ont besoin de se donner bonne conscience. » Isabelle repart bredouille, frustrée de ne pas trouver la faille qu'elle cherchait. Cette nouvelle version d'Amélie lui échappe. Sereine, épanouie, indifférente aux manipulations familiales. Le soir même, Julien aborde le sujet avec délicatesse. « Ta sœur avait l'air tendue. Ma famille ne comprend pas qu'on puisse être heureux sans eux. Et toi, tu es heureuse ?» La question la surprend par sa simplicité. Quand a-t-elle été heureuse pour la dernière fois ? Vraiment heureuse, sans arrière-pensée, sans calcul, sans colère ? Oui, répond-elle en regardant leurs 3 enfants jouer dans le jardin. Pour la première fois depuis longtemps, je suis heureuse. Cette nuit-là, Amélie réalise qu'elle a gagné bien plus qu'une vengeance. Elle a gagné sa liberté. Et cette liberté lui a permis de construire exactement la vie qu'elle méritait. Authentique, apaisée, remplie d'amour véritable. 2 ans plus tard, un dimanche de juin baigné de soleil, Amélie organise une fête dans le jardin de sa nouvelle maison. Pas un appartement cette fois, mais une vraie maison avec pelouse et arbres fruitiers, achetée grâce à sa promotion en tant qu'infirmière coordinatrice aux soins palliatifs. Lucas, maintenant 13 ans, aide Julien à installer les tables. Nathan, 11 ans, court avec Léa et leurs nouveaux amis du quartier. L'ambiance est celle d'une vraie fête de famille, spontanée et joyeuse. Marie est là, bien sûr. Amélie l'a aidée à quitter ses employeurs toxiques et à trouver un travail dans une maison de retraite respectable. Elles sont devenues de vraies amies, liées par cette complicité née de leur statut d'anciennes étrangères. « Tu te rends compte du chemin parcouru ?» dit Marie en regardant les enfants jouer. Amélie sourit en disposant les gâteaux sur la table. Elle pense à cette femme brisée qui pleurait dans sa voiture après la humiliation des billets Disney. Cette femme n'existe plus. Vers 16 heures, une voiture qu'elle reconnaît se gare devant sa grille. Ses parents descendent, hésitants, vieillis. Ils n'ont pas été invités, mais Amélie n'est pas surprise de les voir. Ils tentent cette approche depuis des mois. « Amélie !» commence son père d'une voix incertaine. « On peut te parler ?» Elle les accueille avec politesse, sans animosité, mais sans chaleur particulière. Ses invités les regardent avec curiosité, mais Julien, d'un geste discret, fait comprendre à chacun de laisser l'intimité nécessaire. « Les enfants ont l'air épanouis », dit sa mère en observant Lucas qui rit aux éclats avec ses amis. « Ils le sont. Tu nous manques, Amélie. La famille n'est plus la même sans vous. » « Je sais. » Son père tente une approche différente. Isabelle regrette ce qui s'est passé. Elle aimerait présenter ses excuses. Ce n'est plus nécessaire. Le silence qui suit dit tout. Amélie n'est plus en colère. Elle n'a plus besoin de leurs excuses, de leur reconnaissance, de leur amour conditionnel. Elle a construit quelque chose de plus précieux, une vie authentique. On pourrait peut-être reprendre contact, doucement, propose sa mère avec espoir. Amélie réfléchit un instant. Ses fils ont le droit de connaître leurs grands-parents,
Mais à ces conditions. Vous pouvez venir voir Lucas et Nathan une fois par mois. Ici, chez moi. Mais au premier dérapage, à la première remarque déplacée, ça s'arrête définitivement. Ses parents acquiescent avec empressement. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le pouvoir de négocier. Après leur départ, Julien la rejoint sur la terrasse pendant que les enfants continuent à jouer. « Ça va ? Ça va. Tu regrettes parfois tout ce qui s'est passé ?» Amélie regarde leurs 3 enfants qui forment maintenant une fratrie naturelle. Léa tenant la main de Nathan, pendant que Lucas leur raconte une histoire. Elle pense à cette petite fille qu'elle était, toujours en décalage, toujours différente. À cette jeune femme qui a cru pouvoir se faire accepter en épousant quelqu'un d'autre. À cette mère qui a longtemps mendié l'amour de sa famille biologique. « Non, dit-elle, en prenant la main de Julien. Tout m'a mené ici, à cette vie, à vous. » Le soir, après le départ des invités, elle borde ses fils dans leurs chambres respectives. Nathan s'endort en serrant son vieil ours, celui qui l'a consolé tant de nuits difficiles. Lucas lit encore un peu avant de dormir, comme son père le faisait. En redescendant, elle trouve Julien qui range la cuisine. Ils travaillent côte à côte dans le silence complice des couples qui se comprennent. Léa dort déjà à l'étage, épuisée par cette journée de bonheur. « Merci !» dit Amélie en rangeant les derniers verres. « De quoi ?» De m'avoir aidé à comprendre ce qu'était vraiment une famille. Plus tard, seule sur sa terrasse, Amélie reçoit un message de sa sœur Isabelle. « Tu nous manques. » Elle lit le message, sourit et le supprime sans répondre. Non pas par mépris, mais par indifférence bienveillante. Elle n'a plus besoin de leur validation pour exister. Dans le silence de cette soirée d'été, Amélie réalise que son histoire d'étrangère se termine enfin. Elle n'est plus l'étrangère de nulle part. Elle est chez elle, entourée de ceux qui l'aiment vraiment, libre de construire sa propre définition du bonheur. Et cette liberté-là, personne ne pourra jamais la lui reprendre.